1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Je suis François-Xavier. On se retrouve aujourd'hui à la FASEC de Graines pour discuter du bien-être animal. Aujourd'hui, sur le plateau, nous accueillons un formateur, un stagiaire de l'AFSEC. Nous avons aussi une gérante de l'hôtel Félin, de l'association des chats des becs, donc une famille d'accueil pour animaux, et une dresseuse canin. Donc pour commencer, on se retrouve avec la gérante de l'hôtel Félin et la dresseuse canine. Et je suis accompagné aussi de Dorian qui va m'aider à poser des questions aux dames. Donc bonjour, et comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me prénomme Sylvie, je suis éducatrice canine à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Oui. Et bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie et je suis gérante d'un hôtel félin à Coigny. Enchanté. Donc je vais commencer avec la première question. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce genre de lieu? Eh bien, moi je suis l'heureuse colocataire de 3 chats et au moment où je voulais partir en vacances, je me suis trouvée je n'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait à 100%, où j'étais 100% rassurée de laisser mes animaux. Et étant auxiliaire vétérinaire, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Donc je me suis tout simplement dit, écoute Anne-Sophie, si tu ne trouves pas quelque chose où tu peux confier tes chats les yeux fermés, je me suis dit je vais le créer. Et puis c'est comme ça qu'est né ce projet. C'est un beau projet. Voilà, merci. Et donc moi j'ai 5 chiens déjà, des border collies. Donc à la base j'ai toujours été dans les animaux. J'ai eu d'autres métiers, commerce et tout ça, et à un moment donné j'ai un petit peu fait un burn-out. Donc comme on était du milieu un peu agricole avec des terres et tout ça, et les 5 chiens, et on faisait du troupeau, je me suis dit c'est bon les humains, j'en ai, voilà. Je pars avec les animaux, au moins ils vont pas me décevoir. Donc j'ai cherché la formation et je suis partie en formation éducateur canin en présentiel pendant 6 semaines. D'accord. Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Un bon moment quand même. Donc là j'ai une autre question pour Anne-Sophie. Comment décrivez-vous un petit peu cet endroit? Eh bien, c'est un hôtel pour chats, un peu construit sous forme de maison, où chacun a sa chambre individuelle, qui est adaptable selon les besoins de chaque chat, avec une grande salle de jeu, un peu aménagée en 3 dimensions, un cassio extérieur, parce qu'on est quand même en milieu rural et que souvent les chats sortent, donc pour respecter ce besoin-là également. Et de manière générale, c'est un endroit lumineux et en pleine nature. D'accord. Voilà. Ça a l'air sympa. Merci. Donc une autre question toujours pour Anne-Sophie. En quoi cet endroit est-il différent des autres pensions animaliers? Alors après, je pense que chaque structure a ses qualités. Moi, ce qui en fait sa différence, je pense surtout que c'est quelque chose qui est construit sur le bien-être naturel du chat et les besoins physiologiques ou psychologiques. Et surtout aussi ma double casquette un peu d'ASV et de comportementaliste félin qui me permet déjà d'adapter vraiment les séjours en fonction des personnalités de chaque chat. Et aussi, quand j'ai des animaux qui ont des maladies chroniques ou des traitements réguliers, ça me permet quand même, avec mon expérience et ma façon de faire, de rendre leur séjour le plus agréable possible quand même, quoi. Pour vous deux, pourquoi cette envie de mettre en premier plan le bien-être animal? Alors pourquoi? Moi j'ai eu un berger allemand, donc j'ai euthanasie, il avait 14 ans et je l'ai eu à 18 mois. Le premier est vraiment chien à moi, et quand je l'ai eu, un jour je rentrais mes oies et j'avais un balai dans la main, et le chien est parti en gueulant et en courant. Et j'ai pas compris sur le coup. Et en fait, le chien il venait de quelqu'un qui était, comment on appelle ça, les éducateurs cynophiles, donc avec la méthode coercitive. Et j'ai dit que moi, non, ça serait sur la bienveillance et la méthode positive. Donc, je ne contrains pas mes animaux à obéir. En fait, quand ils obéissent, voilà, ils sont récompensés. Et s'ils ne veulent pas, par exemple, les chiens de troupeau avec les moutons, s'ils ne veulent pas obéir, ils font un petit séjour de 5 minutes dans la caisse, ils réfléchissent et quand ils reviennent, en fait, ils veulent travailler, donc ils bossent un peu. Voilà. Okay. Moi, c'est parce que déjà, tout simplement, c'était dans ma tête, le bien-être animal, c'est pas une option. C'est vraiment une évidence. Pour moi, quand on choisit un animal, on prend la responsabilité vraiment de lui apporter ce qu'il faut pour qu'il soit épanoui et qu'il soit bien dans sa nature profonde, pas juste selon nous les humains. Et donc, je pense et j'espère que beaucoup de gens le font chez eux. Et j'avais envie que les personnes qui sont aussi impliquées que moi quand ils partent en vacances, ils puissent partir sereinement
en étant sûr que quelqu'un prenait le relais pendant qu'ils n'étaient pas là. Voilà. Pour vous, Madame la dresseuse, vous proposez une variété de leçons. Comment répartissez-vous votre temps de travail euh, pour être au petit soin avec les animaux? Alors, quand c'est un cours individuel, ben voilà, c'est facile, hein, je suis avec. Quand là, tout de suite, je fais des cours collectifs tous les dimanches. Donc, en fait, je prends 5 personnes maximum, 5 personnes, 5 chiens, pour pouvoir justement doser enfin, l'éducation. On démarre sur une petite balade, après on revient sur le terrain, je prends 3 ordres. Donc, enfin, des fois, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent travailler. Souvent, voilà, ils savent pas trop. Donc, quand c'est du collectif, le chien, c'est plus compliqué, ben, parce qu'il est attiré par le copain et les odeurs, les machins. Donc, par exemple, si c'est un pas bougé, un marche en laisse, je leur montre l'exercice une première fois. Après, chaque personne et le chien font l'exercice et moi, après, je pars un petit peu avec eux. Et puis, voilà, à chaque exercice comme ça, j'essaye de répartir mon temps, admettons 5-10 minutes pour chaque personne. Et à la fin, et entre deux, de temps en temps, on lâche un peu les chiens. Si, de toute façon, je n'ai pas de chiens agressifs sur les cours collectifs. Ok. Et après, voilà, on les détend. Et puis à la fin, ils jouent un peu entre eux. Voilà. J'essaye de répartir, personne soit lésé. Ok. Acceptez-vous les chiens en situation de handicap ou de maladie et comment adaptez-vous le travail pour eux? Alors, je les accepte. Pour le moment, j'en ai pas eu. Et si j'en avais, déjà, ben, je ne contrains pas le chien. Le chien, de toute façon, il doit. Si c'est un chien en situation de handicap, maladie, ça ferait comme pour moi un chiot. Le chiot, il démarre 5 minutes, c'est tout, hein. Après, il est perdu dans ses ordres, il sait plus, donc on fait une petite pause. Enfin, en fait, il faut vraiment être à l'écoute de l'animal. C'est lui qui décide quand il veut travailler, quand il veut pas. Enfin, si on le contraint, on n'obtient rien du tout, hein. Pourquoi s'être focalisé sur les chats après une expérience vétérinaire? Eh bien, moi, j'étais une team chien avant. J'ai grandi avec des chiens et j'ai eu mon premier chat parce que je vivais toute seule en appartement et un petit appartement, donc j'avais fait le choix d'avoir un chat. Où j'ai rencontré beaucoup de difficultés de communication parce qu'on ne se comprenait pas et que j'étais câblée chien, entre guillemets. Donc j'ai commencé à étudier, à découvrir le chat, que je trouve qui est un animal vraiment très fascinant, tant dans son comportement que dans sa façon d'être. Et voilà, j'avais besoin de comprendre cet animal et je me suis rendu compte que voilà, ils étaient sensibles, fascinants, ils sont comme moi, ils aiment la nature et le calme. Et donc du coup, bah voilà, en apprenant à les connaître, je me suis vraiment très intéressée à eux et c'est pour ça que maintenant, je suis plus la team chat que chien. Voilà. Pour vous, Sylvie, vous avez quelque chose à dire? Non, non, je disais, j'étais plus team chien, je comprends pas trop les chats, j'en ai un et Ah, j'ai un Si peu de vous mal. voulez, je suis disponible, on Bien. peut se voir. Moi j'ai les deux, donc j'ai pas de team. quels sont vos critères pour accepter de vous occuper d'un animal? J'ai pas de critères. Le seul critère, c'est que la personne adepte ma méthode, c'est-à-dire que je suis en méthode positive bienveillante. Donc il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de collier coercitif, il y a rien. Donc si la personne elle vient et je l'ai déjà vue avec avec un objet ou voilà parce qu'elle elle veut faire ça, voilà, je n'accepte pas. Moi c'est la méthode bienveillante, donc c'est la voix, la caresse, le jouet, la bouffe. Donc voilà, c'est ma méthode. Des fois, on me dit que c'est la méthode de Knacky, mais moi, ma chienne, elle a été formée en 6 semaines avec, oui, avec des Knacky. Elle ne fonctionne plus avec la Knacky. Mais on obtient pas mal de choses avec, quoi. Voilà. C'est... Combien d'élèves sont-ils présents au même moment et comment gérez-vous les relations entre les différents animaux lors des leçons en groupe? Alors, c'est 5 personnes en même temps. Et pour les relations des chiens, donc déjà, si je n'ai pas de chien, je n'en ai pas de toute façon, de chien agressif, comme je disais tout à l'heure. J'en ai un tout de suite, c'est un chien qui a été désociabilisé au moment du Covid. Et donc, le chien, il a perdu son copain. Et il est devenu, alors il n'est pas agressif, mais il est insociable. Si on l'approche, voilà. Donc, le monsieur vient, il gère son chien sur le terrain. Par exemple, il va revenir dimanche, donc il y a 5 chiens. Moi, je m'en occupe un petit peu, mais si vous voulez, il passe entre nous. Il essaye que le chien, voilà, il y a des relations.
Moi, j'ai des bouts de jambon dans ma veste et au bout de 3 séances, j'ai réussi à approcher le chien alors qu'au début, les babines, les crocs étaient présents et donc après, voilà, moi, je ne fixe pas le chien, je laisse le chien venir. Question pour Anne-Sophie. Donc, pourquoi avoir choisi de vous implanter au milieu rural plutôt qu'au milieu urbain? Eh bien, déjà parce que je viens de la campagne, Ouais. que j'ai grandi dans un milieu rural, que j'aime ça. Et puis aussi parce que justement, les hôtels félins sont beaucoup présents dans les grandes villes. Ouais. Et moi, j'estime que même en milieu rural, il y a des gens qui ressentent le besoin d'avoir cette qualité de service et d'avoir ce besoin d'être rassuré. Et donc, rural ou pas, j'avais envie d'offrir ça ici, chez nous. Voilà. D'accord. Ouais, après, c'est original aussi, comme il n'y en a pas tant que ça. Non, mais il y Ouais. a un début à tout. Oui. Vous arrive-t-il de ne pas accepter des animaux? Et oui, pourquoi? Oui, déjà parce que j'ai des règles sanitaires assez strictes. Donc, si les vaccins ne sont pas à jour, si les antiparasitaires ne sont pas faits, j'ai un devoir par rapport aux autres pensionnaires. Donc, dans ces cas-là, les animaux ne sont pas acceptés. Et il m'est arrivé aussi de refuser jusque-là une seule fois, mais quand souvent j'échange, j'ai un premier contact avec les humains Oui. pour parler un peu de leur chat, pour qu'ils viennent voir aussi l'établissement, voir si on a un lien, enfin, si en tout cas je leur inspire la confiance déjà pour commencer. Et ensuite, je discute souvent du tempérament de leur chat. Si à la conversation, je me rends compte que c'est un chat qui est très attaché à son environnement, qui a déjà ses habitudes, qui a beaucoup d'autonomie en intérieur, extérieur, etc., et que de le mettre en pension lui créerait vraiment beaucoup de stress ou de mal-être. Dans ces cas-là, mon objectif à moi, c'est toujours le bien-être du chat en priorité. Donc, même si ça ne va pas forcément dans mon intérêt à moi, je vais recommander plutôt une garde à domicile, Ouais. quelque chose qui soit plus adapté à l'animal en tout cas. Et dans ces cas-là, je refuse la garde. Si vraiment la personne n'a pas le choix, je vais accepter sur un court séjour le temps d'adaptation et de pouvoir voir si l'animal s'adapte ou non. Et dans ces cas-là, par contre, si je vois que ça ne le fait pas et que l'animal est vraiment en position de mal-être, je refuse les gardes suivantes. D'accord. Ouais. Quelles sont les mesures à prendre pour que les chiens se sentent bien lors de l'apprentissage? Quelles sont les mesures à prendre? Ben, déjà, il faut être juste, faut être calme, faut essayer de comprendre le chien, faut essayer de comprendre ses peurs, ses attentes. Je vais prendre mon chiot, par exemple. Moi, j'avais un chiot de 2 mois quand j'étais en formation sur un cours collectif. Et en fait, il avait super peur. Et je me suis mis à l'écart des autres et j'ai attendu peut-être un quart d'heure que le chien se mette bien dans ses baskets, quoi, enfin se détendre. Et après, je suis allée à mon cours. Et quand c'est des chiens qui viennent à mon cours et que je les sens pas bien dans leurs pattes, soit je demande aux gens de s'écarter, de se mettre un petit peu à l'écart, de les récompenser, de les caresser, En fait, faut pas forcer le chien, hein. Ouais, il faut le Enfin, aucun laisser. animal, faut le laisser faire. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, mais il faut beaucoup toujours, d'associations positives. voilà, Ouais. toujours Mm, mm. positif, toujours le réconforter, toujours lui dire que c'est bien parce qu'il comprend le non, mais il comprend très bien le oui aussi. Et voilà, toujours dans le bien-être, toujours dans bienveillance, mais pas forcément lui dire, allez, viens lui tirer dessus. Et Ouais, faut pas le forcer. c'est ça, on va être à l'encontre. Et comment faites-vous pour gérer l'endroit toute seule? De l'organisation. Organisation, anticipation. Il y a des jours forcément plus chargés que d'autres. Voilà. Après, j'ai fait moi le choix d'avoir une petite structure avec peu de pensionnaires justement pour avoir le temps à consacrer à chacun quand tout le monde est là, de pouvoir associer voilà, l'entretien et aussi des moments de jeu, de calme, de détente et les soins pour que les soins soient faits tranquillement quand il y en a. Après, voilà, je veux dire, je suis passionnée, donc je trouve toujours le Ouais. temps. Ça s'organise. Question pour vous deux. Quelles sont les solutions pour sensibiliser le public à la cause animale? Moi, j'y ai bien pensé. Moi, de mon point de vue, je pense que chacune, on a la chance de côtoyer des gens qui peuvent soit rencontrer des problématiques, soit, bah, pour ma part, je passe quand même beaucoup de temps avec leur chat
pendant leur absence, ce qui me permet aussi de connaître l'animal et de pouvoir donner des petits conseils personnalisés. Aussi des fois déconstruire des idées reçues. Je pense qu'il y a des gens qui font parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'on a toujours entendu dire que, et du coup ils le font parce que voilà, le voisin leur a dit ou parce qu'il a toujours entendu ça quand il était petit chez ses parents. Et en fait, le fait d'échanger, de partager, permet aussi de faire évoluer les choses et de sensibiliser justement les gens sur voilà, le bien-être, c'est pas juste nourrir, nettoyer, c'est aussi apporter un environnement adapté à l'animal, que ce soit chat, chien, hein, c'est pour, je pense, toutes Oui. les espèces, voilà, adapter quelque chose qui soit par conséquent correspondant à sa nature et pas juste à ce que nous on imagine, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis Ah oui, mais d'accord. après, Je suis plus. Enfin, c'est vrai que peut-être sur les chats, on le sent peut-être plus. Sur les chiens, il y a, voilà, il y a, comme vous dites, il y a des présidés, des idées conçues. Il y en a qui vont partir toujours sur la méthode coercitive parce que c'est comme ça que leurs parents, grands-parents c'est surtout avec les dressent un parents qui... chien et voilà. Ouais. Un chien, pour certains, c'est dehors à la chaîne, c'est Ouais, puis après, ça dépend aussi beaucoup de la vision des gens. c'est ça. Parce que nous, on travaille, entre guillemets, sur l'animal, avec l'animal. Oui. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ce qu'on va mettre en place ou ce qu'on va proposer va dépendre aussi de l'humain qui partage la vie de l'animal. Et donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur l'humain avant de faire un travail sur l'animal. Moi, chez le chat, en tout cas, les gens que je vois beaucoup qui me disent mon chat a un problème, non. Oui, c'est Votre chat, il vous exprime quelque chose parce qu'il n'est pas bien dans les conditions que vous lui fournissez. Donc, en fait, c'est à nous de travailler sur les conditions qu'on fournit pour que ça corresponde au chat ou au chien, je pense. Ah oui, C'est bah, le chien, c'est à pareil, hein. nous, c'est à nous de nous adapter à l'animal et pas à l'animal de s'adapter à nous, à mon sens. Donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci à vous. Merci à Merci. vous. Donc tout de suite une diffusion sur un reportage sur la fameux musée du Cotentin de Sainte-Mère-Église. Bonjour, bienvenue sur 1626 Média. Alors je suis Priscilla et aujourd'hui on se retrouve à la ferme du musée du Cotentin de la Manche avec Stéphane et Jean-Michel. Bonjour Stéphane et Jean-Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai quelques questions pour vous par rapport à votre métier. Alors pouvez-vous d'abord nous expliquer votre métier s'il vous plaît? Alors moi je suis agent de maintenance à la ferme musée et soigneur. D'accord. Et vous Stéphane? C'est exactement la même chose, on soigne les animaux, hein, et puis plus l'entretien des bâtiments et des extérieurs. D'accord, merci. Quel type d'animaux sont présents à la ferme et d'où proviennent-ils? Alors on a les gros animaux, on a les ânes du Cotentin, on a les chèvres des fossés, on a des vaches normandes en pension. Ensuite déjà on a les volailles, on a les poules cotentines, on a les gournets et les merlereaux. Dans les canards, on a les duclaires, les rouennais, et c'est tout. Et on a les oies normandes. D'accord. Et les lapins, les blancs de Hoto, le grand russe et les normands. D'accord. Quels sont les besoins nécessaires de ces derniers? De la nourriture, La nourriture, boisson, voilà, oui. Voilà, il y a le paillage. Comment alliez-vous l'occupation des animaux à vos activités? Entre deux, tous les matins, on les soigne, hein, on vérifie que leur enclos soit propre et ainsi de suite. Et s'ils ne sont pas malades ou quoi. Sinon, on a des vétérinaires à côté. D'accord, très bien. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour le bien-être de vos animaux? Les actions, c'est-à-dire on leur prépare des enclos, comme vous voyez là, avec des mares pour les canards. Et en clair, c'est ça. On a des parcs pour les lapins qu'on sort tous les jours quand il fait beau. Hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec les animaux? Difficultés, on n'en a pas trop. C'est plus un canard qui boite, tout ça. Faut faire beaucoup de surveillance surtout. Oui. Voilà, sinon il peut y avoir des morts aussi, hein, de vieillesse. D'accord, ça marche. Quelles sont les solutions pour sensibiliser le public à la cause animale? Et je laisse mon collègue répondre. Pour sensibiliser le public, c'est de voir comment ils sont traités ici, surtout. Hein, pour ne pas, on les recouvre pas après, on les tape pas, et ainsi de suite, et ça se passe très bien. On verra après pour les lapins, on peut les prendre dans les brosses sans problème.
Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur 1626 Média. Et bien maintenant, nous accueillons Josiane et Angélique, donc responsables de famille d'accueil oui, et responsables des Chats des Becs. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Enchantée d'être ici pour représenter notre association. Bonjour, tout va très bien aussi. Je vais commencer pour la première question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la protection animale et comment cela a-t-il influencé votre vie personnelle? Alors moi déjà tout d'abord petite, c'était l'arche de Noé chez mes parents, hein. Il y avait tous les animaux abandonnés qui arrivaient chez mes parents, donc j'ai été nourrie et baignée dans la bienveillance animale. Et puis l'association a été créée il y a 3 ans. En fait, chez moi, dans un lotissement, j'ai vu 6 petits chatons qui mouraient de faim, qui faisaient les poubelles avec leur maman. Et donc, j'ai croisé une voisine à ce moment-là. Et on s'est dit, c'est impossible de laisser cette situation comme ça. Et donc, on a réfléchi quoi faire pour améliorer cette situation de maltraitance animale, d'abandon. Et c'est là qu'on s'est réunis entre 3 voisines. Tout s'est parti avec 3 voisines et on s'est dit on va créer une association pour stériliser les chats errants, pour voilà, récupérer les petits chatons, les mettre à l'adoption. Et donc on a contacté, on peut la citer, Rachel de l'association 40 ans chat pour avoir des renseignements et elle nous a donné tous les renseignements nécessaires pour créer l'association. D'accord, c'est très beau. Pour ma part, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux par contre à la maison. J'avais mes propres chats et puis je cherchais un moyen de pouvoir aider, des chats, vraiment, plus largement et j'ai rencontré, les Chats des Becs, l'association, et j'ai proposé de devenir famille d'accueil et voilà et puis je suis de l'aventure et c'est une super aventure. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont les principales missions de votre association pour la protection animale? Alors, nos principales missions, c'est tout d'abord la stérilisation des chats errants pour éviter la prolifération, en sachant qu'un couple de chats errants potentiellement peut, au bout de 4 ans, faire 20 000 chatons. Je dis bien potentiellement parce que dans ces 20 000 chatons, il y en a peut-être que 1 000 qui vont survivre, hein, parce qu'il y a la maltraitance animale, la dénutrition et puis toutes les maladies que les chats subissent dans la nature. Donc j'ai une question toujours pour vous deux. Quels sont les critères pour devenir famille d'accueil? Bon, ça va être Angélique qui va répondre, elle est famille d'accueil. Je pense que, déjà, il faut aimer les chats. Il faut avoir une pièce d'isolement. On les met en isolement au démarrage quand ils arrivent pour voir s'ils déclenchent des maladies ou voilà. Il faut avoir du temps. Ça demande du temps. Des fois, on a des petits loulous qui sont pas sociables. On a des petits loulous qui ont besoin de soins. Voilà, donc il faut avoir du temps à leur consacrer. Il faut avoir du temps aussi pour les visites, pour pouvoir les faire adopter par la suite. Et une fois qu'ils sont à l'adoption, il faut pouvoir les gens viennent chez nous. Donc il faut pouvoir consacrer du temps. Du temps, c'est du temps. Et puis, ouais, je pense qu'il faut surtout les aimer, voilà, essayer de les comprendre, essayer de passer du temps, voilà, avec eux. Essayer de leur faire oublier des fois le passé qu'ils ont, qui n'est pas toujours, voilà, évident. Leur donner confiance, leur montrer que l'homme n'est pas la main de l'homme, tout ça n'est pas mauvaise. Et puis voilà, leur donner beaucoup d'amour. Comment se passe le processus d'adoption des animaux recueillis? Après toi. Alors, le processus, bon, c'est ce qu'on disait. Donc, on met déjà lors de l'adoption, si c'est un adulte, faut que le chat soit vacciné. Et ces 2 vaccins, il soit stérilisé, il soit identifié. L'identification est une obligation. Malheureusement, la stérilisation n'est pas encore. On espère de tout cœur que ce soit obligatoire. Ensuite, on fait une publication, hein. On marche beaucoup avec les réseaux sociaux sur Facebook. Ensuite, si quelqu'un est intéressé pour adopter un chat, il y a un questionnaire, je vous disais tout à l'heure, qui rejoint l'attestation d'engagement et de connaissance. Un questionnaire, ce qui nous permet de connaître mieux le futur adoptant. Et donc, de là, on se concerte au niveau du bureau, voir si le questionnaire correspond
au bien-être du chat, au futur bien-être du chat. Ensuite, nous avons donc, si le questionnaire est positif, on prévoit une rencontre avec la famille d'accueil et le chat. Et de là, ensuite, après cette visite, on laisse quand même aussi également un moment de réflexion de la part du bureau et de le futur adoptant pour voir si vraiment ce n'est pas un coup de tête et que ce chat soit vraiment bien pour eux. Et que le chat aussi, parce que c'est dans les deux sens aussi, c'est que le chat, faut qu'il ait un coup de cœur aussi pour le futur adoptant. Ça va dans les deux sens en fait. Et je me permets, je pense que c'est là, qu'en tant que famille d'accueil, on rentre aussi en compte. On connaît bien les loulous qu'on a à la maison. On essaye par rapport au questionnaire de répondre au mieux aux gens, de voir si le chat pourrait convenir aussi à leur vie, à ce qu'ils demandent. Et c'est là où voilà, le bureau en général nous concerte beaucoup, voir qui a un petit loulou qui, par exemple, pourrait correspondre à ces critères-là, à la vie des gens, voilà, voir s'il pourrait vivre dans ces conditions-là. Et voilà, on essaye d'avoir un échange énorme là-dessus. Voilà. Et les conditions aussi d'adoption, quand c'est un adulte, donc on fait remplir un contrat d'adoption avec des justificatifs de l'adoptant, carte d'identité, justificatif de domicile, parce qu'on a besoin d'avoir un suivi et pouvoir contacter la personne si on a éventuellement un doute ou voilà, une raison de la contacter. Et puis quand donc le chat, il sera, comme je vous ai dit, les 2 vaccins, stérilisés, identifiés. Quand c'est un chaton, on fait un contrat d'adoption. S'il n'a pas l'âge d'être stérilisé, on demande un chèque de caution au futur adoptant pour être sûr qu'à l'âge de la stérilisation, qu'il soit bien stérilisé, pour éviter encore une fois la prolifération et la maltraitance animale. D'accord. Donc j'ai une question pour Angélique. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une adoption et une famille d'accueil? Alors, en tant que famille d'accueil, nous, notre but, c'est vraiment de sociabiliser le chat. C'est d'essayer de lui apporter tous les soins une fois qu'il sort de la rue. Et c'est surtout en fait de se dire, on n'est effectivement pas ses adoptants, on n'est pas sa famille définitive. Donc on s'y attache, hein, forcément, on s'attache à tous les loulous. Mais notre but, c'est vraiment de se dire, voilà, on le prépare pour sa prochaine vie, pour sa vie définitive chez son adoptant définitif. Donc c'est de lui faire voir un maximum de choses, de lui montrer ce que c'est que de vivre dans une maison. Moi, j'ai certains loulous à la maison, dès qu'on allumait la télé, au début, c'était panique totale. Ils ne savaient même pas une casserole ou n'importe quoi. Donc c'est de le préparer au mieux pour sa vie et pour qu'ils arrivent chez leur futur adoptant tranquilles, zen, et que les choses ne les effraient pas, les choses courantes de la vie, en fait. Voilà. Voilà, la différence, c'est vraiment nous, dans nos têtes, il faut qu'on arrive à se dire, voilà, ils resteront pas toute notre vie à la maison. Il faut qu'on les prépare pour leur vie future, en fait. Bon, il y a des familles d'accueil qui craquent toutes. Hein. Oui. Donc sur 12 familles d'accueil, elles ont toutes craqué et elles ont adopté au moins un chat. Je pense qu'on est obligé à un moment ou un autre. Voilà, il y a toujours un petit loulou qui nous touche plus que d'autres. Et puis, même s'ils nous touchent tous, mais voilà, je pense que beaucoup de familles d'accueil, effectivement, craquent à un moment ou un autre. Mais on essaye de pas craquer non plus tout le temps parce que après on n'a plus de place. Hein. Et voilà, on n'a Ouais, plus ça de place en commence à famille devenir d'accueil, compliqué, donc voilà, on peut pas en sauver d'autres. Voilà. Donc j'ai une question pour vous deux cette fois-ci. Combien d'animaux pouvez-vous avoir en famille d'accueil? Alors, donc en général, déjà, il faut qu'il y ait absolument une pièce d'isolement, hein, de toute façon, pour les 7 jours, les 8 jours d'isolement. Sinon, c'est maxi, selon la grandeur évidemment d'une maison ou d'un appartement, mais en général, on ne va pas au-delà de 5 chats par famille d'accueil. Sauf s'il y a une fratrie d'une maman qu'on récupère là avec ses 5 petits qui viennent de naître. On récupère la fratrie et peut-être qu'il y a des chats adultes dans une autre pièce. Mais en général, on fait un maximum de 5 chats. Dans tous les cas, il faut absolument voilà, que la pièce d'isolement, voilà, il faut une pièce d'isolement. Il faut, je pense que c'est primordial au démarrage quand ils arrivent, on les met à l'isolement pour pas mettre en danger ou nos propres animaux à nous aussi, parce que la plupart des familles d'accueil, on a nos propres chats, mais aussi les autres chats de l'association. Donc voilà, il faut que cette pièce d'isolement soit disponible et voilà. Donc, déjà, voilà, c'est un roulement, mais oui, en général, ouais, ils en ont
Ouais, pas plus de 5 à peu Pas près. Ouais. plus, parce qu'après, il faut Ouais. prendre le temps Mm. avec chaque, de les sociabiliser. Et peut-être qu'un chat, comme il est le cas, comme tu as le cas actuellement, où le chat il est là depuis plusieurs mois, il est absolument très effrayé. Donc avec lui, il faut prendre un peu plus de temps. Et puis 5, c'est vraiment le maximum. Ça permet vraiment de les sociabiliser correctement. Mais après leur vie en pièce d'isolement, ils vivent dans la maison à part entière avec tout le monde. Donc voilà, on veut faire du bon travail, donc faut pas non plus qu'on déborde. Donc, toujours une question pour Angélique. Combien de temps en moyenne gardez-vous les chats? Alors, c'est compliqué à répondre parce que ça varie énormément. Ouais, ça change Oui, par rapport au chat. voilà, il y a des loulous qui vont arriver et qui vont être, ça va être rapide, ils vont faire confiance rapidement. Il y en a d'autres, ça va être plus long. Alors déjà aussi, ça dépend des soins à apporter, parce qu'il y en a qui arrivent qui ont des soins quand même assez importants. Donc, bizarrement, enfin moi j'ai remarqué plusieurs fois que les loulous qui arrivent avec de gros soins, la sociabilisation se fait plus rapidement. Mm. Je pense qu'ils comprennent qu'on leur veut du bien à force et qu'au final ça devient des chats très très câlins. Mais voilà, je pourrais pas répondre à votre question parce que ça varie, Oui, ça varie oui. vraiment énormément. Et donc, cette fois, une question pour l'association. Quel est le moment dont vous êtes le plus fier dans votre parcours avec l'association? Alors le moment le plus fier, c'est tous les jours, hein, on va dire, c'est tous les jours le moment le plus fier. Surtout, je suis le plus fier de tous les bénévoles, toutes les familles d'accueil, tous les trappeurs, hein, toutes les personnes qui nous aident à faire des collectes. C'est une grande fierté. Très fière de tous ces bénévoles qui nous aident activement tous les jours depuis maintenant 3 ans à sauver tous ces petits chats de la rue que personne n'a voulu, que malheureusement de la main humaine ont été maltraités et abandonnés. Et fière d'avoir, depuis, on va dire, le 21 novembre 2021, d'avoir sauvé et fait adopter 650 chats. Et donc, ce qui veut dire 650 stérilisations. Donc, on a évité des milliers de naissances. Donc, ces moments-là, c'est surtout fier de toute l'équipe de l'association Les Chats des Becs, en fait. Une question pour Angélique. Travaillez-vous avec d'autres associations? Sinon, pourquoi faire confiance au chat des becs plutôt qu'à une autre association? Non, je ne travaille pas avec d'autres associations. Pourquoi les chats des becs? Parce que le feeling est passé, parce qu'ils ont la même manière de voir les choses que moi, parce que surtout c'est une association qui ne force pas, qui a le respect de l'animal, qui prend son temps. Moi, j'aime prendre mon temps, j'aime connaître les loulous avec lesquels, en fait, oui, je travaille parce qu'on travaille en binôme avec les chats, voilà. Je pense que c'est pour ça. Quand on a eu le premier contact, quand j'ai discuté avec eux, c'est ça, c'est la même manière de voir les choses. Moi, il est hors de question que je travaille, parce que oui, on dit travail parce que oui, ça reste un travail, Ah oui. on doit le prendre complètement au sérieux et voilà. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ça. On a la même manière de voir les choses, ne pas forcer, prendre les choses en douceur et effectivement, comme on disait tout à l'heure, même si on a un loulou qui reste pas mal de temps et qui a besoin de temps, et ben ils nous laissent le temps, ils nous font confiance aussi. Ils sont ouverts au dialogue et quand on a quelque chose, on peut appeler que ce soit d'autres familles d'accueil, que ce soit les membres du bureau, que ce soit, enfin voilà, ils sont ouverts et ils sont à notre écoute. Et c'est super important en tant que famille d'accueil de ne pas être laissé pour compte et débrouillez-vous avec les animaux que vous avez. Non, moi, je me suis vue des fois, il y a eu des moments durs. Voilà, c'était difficile parce que j'ai perdu une de mes petites louloutes que j'avais en famille d'accueil. Et le bureau et les autres membres des familles d'accueil ont tous été là, ils ont soutenu, et mes enfants aussi, parce que c'était dur pour mes enfants, et ils ont été présents. Donc voilà, c'est important, je pense, en tant que famille d'accueil, d'être soutenu et entouré. Donc maintenant pour l'association, comment peut-on soutenir votre association, bénévoles, dons, parrainage, etc.
Alors, on a donc une page Facebook, on a aussi le compte Helloasso, donc on peut toujours faire des dons sur le site Helloasso, hein, déductible à 68% des impôts. On peut également faire des dons. Je ne sais pas si on peut citer les partenaires avec qui on travaille. Donc, on a le Moulin à Café, on a Biocop à Saint-Lô, où les gens peuvent déposer des dons à ces magasins-là. Nous, on les récupère. Ça peut être des dons de nourriture, de croquettes, surtout également, bien sûr, financiers. Ça peut être aussi des dons de jouets, de couvertures, parce qu'on construit également des cabanes pour les chats errants qu'on relâche, qui deviennent des chats libres. On essaye de construire des cabanes à chaque point de relâchage, si on peut dire. Et puis, on les nourrit tous les jours. Donc, ça peut être aussi des couvertures, un tas de choses. Voilà, c'est aussi des bénévoles qu'on recherche pour nous soutenir. C'est également des bénévoles pour faire des collectes dans les magasins. Donc, je vais citer aussi les magasins parce que c'est super important et ils nous ont vraiment aidés. Donc, on a Jardiland à Saint-Lô, on a JMT à Saint-Lô, on a le magasin Intermarché qui nous sollicite régulièrement pour faire des collectes également. Niveau dépôt aussi sur Agneau qui vient de s'installer et qui est très proche avec nous. Voilà. J'ai encore une question pour vous, Josiane. Quels sont vos futurs projets pour cette association, pardon. Futur projet, donc je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Donc, c'est trouver absolument de nouveaux bénévoles. Trouver des familles d'accueil parce que là, ça y est, on est dans la période où malheureusement les chaleurs sont arrivées depuis longtemps. On a déjà des naissances qui se sont faites dans la rue et on est en manque cruel de familles d'accueil parce qu'il y a aussi les abandons d'adultes. Hein. C'est toutes les semaines où on récupère des chats sociables que les gens ont abandonnés parce qu'ils déménagent, parce qu'ils se séparent, parce qu'il y a toutes les... Enfin, les gens trouvent toutes les excuses possibles, alors il n'y a aucune excuse pour abandonner un animal. Donc, on cherche des familles d'accueil, on cherche également des trappeurs. Le mot fait un peu barbare, très barbare, mais c'est trappeur, c'est pouvoir voilà, attraper les chats errants qu'on nous signale pour pouvoir les attraper, les stériliser et qu'ils deviennent des chats libres. Les futurs, eh bien, on essaye également de trouver, on a un partenaire, Mathieu Johan, un parrain. On aimerait également retrouver d'autres parrains pour nous faire connaître un peu et puis nous faire passer des messages hein, sur l'importance de la bienveillance animale et de la stérilisation. On avait parlé aussi on aimerait pouvoir intervenir dans les écoles, pour pouvoir aussi essayer de discuter avec les enfants, essayer de leur montrer l'importance. Donc c'est aussi dans les projets. C'est vrai qu'après, il faut des bénévoles pour pouvoir faire tout ça parce que tous les bénévoles, on est tous bénévoles effectivement. Donc on a tous un travail à côté, on a tous, donc c'est pas, on essaie de donner un maximum de notre temps, mais plus on est de bénévoles et plus on arrive à faire des choses. Mais l'objectif, on avait parlé justement de pouvoir intervenir dans les écoles et pourquoi pas aussi dans les EHPAD. On avait dit, voilà. Donc on aimerait contacter évidemment les EHPAD parce que de plus en plus d'EHPAD acceptent d'adopter un chat. Donc on aimerait intervenir auprès des EHPAD, notamment côté Alzheimer, le chat est très thérapeutique pour ce genre de maladie, mais même pour les personnes âgées, parce qu'en général, elles partent de chez elles. Déjà, c'est un crève-cœur de quitter sa maison, et en plus, en général, elles quittent leurs animaux. Enfin, tout ça avec ce qu'elles ont vécu toute leur vie avec. Et donc, on aimerait intervenir également dans les EHPAD, et puis aussi continuer à contacter les mairies aux alentours, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a convaincu 14 maires de prendre un partenariat avec 30 millions d'amis pour stériliser les chats errants, mais pour nous, c'est encore trop peu, 14 mairies, parce qu'il y a une obligation aussi des communes pour gérer la population féline. Donc, on voudrait effectivement que qu'on s'agrandisse un peu à ce niveau-là, au niveau de la communication, surtout au niveau de la communication. Voilà, c'est ce projet. Et puis le projet, c'est toujours
et de plus en plus continuer à sauver nos petits loulous et essayer de convaincre les gens et leur faire comprendre qu'un chat, c'est pas un jouet, c'est pas un objet, qu'un chat, un chat ou Un être un autre vivant. animal, hein, c'est pour la vie et on fait pas n'importe quoi avec un chat ou un autre animal. On l'abandonne pas dans la rue, on en prend soin jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Du coup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout de suite, une diffusion sur le reportage de la pisciculture, pardon. Alors bonjour, je m'appelle Guess, nous sommes sur 1626 Média et aujourd'hui nous nous trouvons à Gonneville-l'Éteil à la pisciculture de Joe. Alors, bonjour Joe, comment allez-vous? Ça va et toi? Ah nickel. Alors, j'ai quelques questions à poser. Comment décririez-vous votre métier? Alors, mon métier c'est un peu de jour au jour, mais en gros pour résumer avec un mot c'est l'eau. L'eau. D'accord. L'eau et les poissons. Alors, deuxième question. Pourquoi votre choix a-t-il été porté sur les poissons? Pour l'eau aussi? Ah non, pas forcément. Là, moi de base en fait je viens d'Écosse déjà de base et en gros mes parents ils étaient dans le métier aussi. C'était des D'accord. éleveurs de saumon. D'accord. En Écosse. Du coup quand on est arrivé ici en 2003, on a acheté ici et comment ne pas se mettre au poisson quand... Ouais, vous avez continué quoi. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Alors, troisième petite question. Quel type d'espèce avez-vous? Alors l'espèce, j'ai 4 espèces au total. Alors principalement c'est de la truite arc-en-ciel. D'accord. Après en deuxième on fait beaucoup de truites fario. Alors les truites fario c'est ça pour le repeuplement. Mhm. Après on a le saumon de fontaine et les truites albinos. D'accord. Pour les étangs de pêche. D'accord, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Alors, quatrième question. Quelles espèces sont les plus courantes dans notre région? Alors, dans notre région, naturellement c'est les truites fario. D'accord. Mais au final par contre après sur les lâchers, les trucs comme ça, il y a aussi l'espèce de la truite arc-en-ciel qu'on trouve. Ok. Alors, cinquième question. Quels sont vos projets concernant votre étang ludique? Alors l'étang ludique au final c'est les étangs de pêche. Alors en gros on ouvre au final en mois de mars, on ferme au mois de septembre. On fait principalement on fait 1 ou 2 concours normalement qui va être en prévu. C'est intéressant ça. Ouais, surtout qu'il y a pas mal de monde pour les étangs de pêche, pour le concours ça intéresse beaucoup de monde. Après du coup on a deux autres types d'étangs de pêche, on a l'étang de pêche à la demi-journée ou à la pêche à la pièce. D'accord. Oui, et puis en plus ces étangs ça vous fait de la visibilité pour votre affaire. Au public, ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, sixième question. Quel engagement prenez-vous pour le bien-être des animaux? Alors bien-être des animaux, il y a beaucoup de cahiers des charges par rapport au bien-être animal chez nous en pisciculture. Même pour au niveau de la prophylaxie, c'est surtout ça. Au final, nous, certes, les poissons peuvent être malades, mais en fait, le but, c'est d'y penser pour prévenir la maladie plutôt avant qu'elle l'attrape. D'accord, en éviter le plus possible. En éviter au final au maximum avant que ça se déclare. D'accord, C'est ça très le bien. but, en fait. Ok, ok. À notre échelle, que pouvons-nous faire pour aider les animaux de rivière? Alors les animaux de rivière, aujourd'hui avec le réchauffement climatique et tout, les rivières elles commencent à en prendre un coup. Ouais. En vrai, ouais. Mais le numéro 1 des causes des problèmes de nos rivières, c'est de 1 déjà les déforestations sur les bords des rivières. Ouais. Ça déjà c'est un numéro 1 des causes. Tout le monde coupe mais personne replante. La deuxième raison c'est la pêche. Malheureusement la surpêche elle existe même en eau douce. D'accord. Le souci c'est que quand on pêche une truite qui fait entre 23 et 26 cm, ces truites-là ne pondent que 200 à 300 œufs par an. D'accord. Au final, quand on lui retire un poisson comme ça, ça retire un paquet de poissons derrière la rivière. D'accord. Oui, du coup, il faudrait plus même continuer à pêcher, mais les relâcher ou pêcher plus en étang. D'accord. De mon point de vue, c'est plus ça. D'accord, très bien. Les individus qu'on trouve dans nos cours d'eau, elles sont vraiment... Déjà, de 1, il y a la prédation de l'homme, mais il y a aussi la prédation de l'animal. Il y a les oiseaux, il y a les autres poissons qui se mangent, il y a tout ça qui prend en compte. De nos jours, ça commence à diminuer. Vraiment diminuer. Ouais. D'accord, très bien. Merci d'avoir regardé ce reportage. Merci à Joe de nous avoir accueillis ici. Et on se revoit sur 1626 Média. Donc pour terminer cette interview, on se retrouve avec un formateur de l'AFSEC et un stagiaire de cette formation.
suis en compagnie de Vincent qui va m'aider à poser des questions pour cette interview. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît aussi? Bonjour, Eric. Donc, je suis coordonnateur formation professionnelle à l'Académie FASEC de Graignes. Et dans mes missions, il y a entre autres celle de formateur. Et je suis aussi à la cavalerie de l'école de Graignes. Alors moi, Mathieu, je suis stagiaire, je viens de Bretagne. D'accord, enchanté. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, je vais commencer par Eric, la première question. Quelles sont vos différentes formations et en quoi consistent-elles? Alors, donc, nous, ici, à l'Académie FASEC de Graignes, nous formons des élèves 4e, 3e. Donc, option cheval, c'est agricole, bien sûr. Et après, donc, les jeunes peuvent aller soit en CAP formation cavalier entraînement, soit en bac pro formation CGEH. Ou alors, on a aussi des formations pour adultes, comme dans celle où est Mathieu. Voilà. Et donc, ce sont des formations pour former des salariés d'écuries de course, trotteurs ou galopeurs. D'accord. D'accord. Et justement, du coup, pour rebondir à ce que vous dites, sur quels critères, en fait, vous penchez, du coup, enfin, quels sont les critères pour accéder à la formation, du coup? Alors, pour tout ce qui est trop, il n'y a pas vraiment de critères. Alors, il y a des niveaux scolaires, bien sûr, par rapport au diplôme. Après, on prend des jeunes qui, des fois, n'ont jamais touché un cheval. Ça arrive et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas réussir. Ce qui va compter, c'est la motivation, Oui. principalement, et puis finalement la confiance qu'ils auront en eux et dans les chevaux. Pour les galopeurs, c'est un peu plus contraint dans le sens où ce sont des gens qui vont monter à cheval directement. Et des chevaux qui sont assez énergiques. Donc là, il faut un minimum de niveau d'équitation. Il faut déjà tenir à peu près à cheval. Alors, quand on est en formation adulte, c'est plus compliqué parce que c'est plus court. Sur des formations longues, avec des jeunes qui commencent en 4e, on a le temps de les former. Par contre, dans le trot, c'est moins gênant l'aspect cavalier, inexpérience, dans le sens où quelqu'un, même qui n'aurait pas un gabarit adapté pour faire du monté, en fait, vous avez deux disciplines. Vous avez le trot monté et le trot attelé. Et donc, au trot attelé, il n'y a pas de contrainte de poids. On est sur un sulky et le cheval peut tirer sans trop de difficultés, en fait. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. J'ai une question du coup pour vous, Mathieu. Pourquoi avoir choisi cette formation? Déjà parce que c'est une formation courte. Déjà, moi, j'ai plus de 30 ans. Donc déjà, pour me reconvertir, c'était plus compliqué si c'était sur 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Donc déjà, j'ai choisi ici parce qu'il n'y a qu'à la FASEC qu'il y a des formations courtes. C'est sur 9 mois. Donc c'est de septembre à juin. On alterne entre les écuries d'application qui sont ici, avec toutes les infrastructures qu'on nous y propose. Et en même temps, on fait des stages chez un entraîneur professionnel. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire, Eric, d'où proviennent vos chevaux principalement? Donc là, actuellement, on doit avoir 32 chevaux. D'accord. On a une bonne partie qui sont à nous, qui sont des chevaux réformés de course, voire qui n'ont jamais connu un champ de course parce que pas assez rapide. Après, on a des chevaux qui nous sont soit qu'on achète à des entraîneurs ou des propriétaires de chevaux de course, des gens qui nous laissent leurs chevaux carrément pour la durée de la formation. D'accord. Voilà, de toute façon, ce sont tous des chevaux trotteurs ou galopeurs, puisqu'il faut qu'ils soient adaptés à la discipline. Oui, ok. Voilà. J'ai encore une question pour vous, Eric. D'où viennent vos chevaux? Alors justement, donc ils viennent des courses pour la plupart. Certains n'ont jamais vu un champ de course. Donc certains sont réformés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau où ils n'ont plus l'âge de courir, tout bêtement. Et certains repartent chez les propriétaires en fin de carrière. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler en fait du coup de comment vous menez en fait les chevaux, en fait, aux préparations physiques, enfin comment du coup tout ça se déroule? Alors pour ce qui est de la formation des jeunes, c'est-à-dire en fait les chevaux qui sont au travail de façon régulière, en fait c'est des chevaux qui viennent ici que l'on teste quand on les garde, quand on les prend, on les garde pendant 2 mois, et on voit déjà s'ils sont. En fait, le but, c'est de voir si les chevaux vont supporter le travail de l'école. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, mais des animaux de loisirs. Il y a des chevaux qui supportent vraiment plus d'être en liberté, on va dire pratiquement permanente. Ouais. Les trotteurs sont des chevaux qui vivent souvent en liberté, dans des paddocks en tous les cas, dans les écuries. Il y a des chevaux qui supportent peu d'être en boxe de façon régulière. D'accord. Il y a des chevaux qui supportent pas d'avoir beaucoup de monde. On a une école, on a beaucoup de jeunes, donc il y a du bruit, il y a beaucoup d'activités. Et puis il y a au contraire des chevaux qui se plaisent très bien en boxe et qui, nous on en a certains là, ça arrive que pour qu'ils mangent tranquillement, il faut qu'ils soient en boxe tout bêtement.
c'est plus leur milieu de vie. Voilà. Donc après, ben, ils sont pris très progressivement dans le sens où soit ce sont des chevaux qui sont encore depuis peu en course et donc ils sont mis au travail pratiquement tout de suite dans le sens où ça serait plutôt à un niveau inférieur en termes d'intensité. Soit par contre, ben là comme toute école, nous allons fermer donc fin juin. Pour les scolaires, alors on va fermer un peu plus tard puisqu'on a des stagiaires, mais quand on les récupère fin août, en fait, on leur laisse un mois à un mois et demi pour reprendre progressivement le rythme pour qu'ils puissent vraiment travailler sur, je ne vais pas dire un niveau de course, on n'en est pas là, mais de façon relativement intensive. D'accord. J'ai une question pour vous, Mathieu. Quelles sont les différentes missions que vous exercez dans cette formation? Alors nous, c'est ce qu'on fait en écurie, c'est ce que le personnel fait en écurie de course, c'est-à-dire les box, l'entretien des box, le curage des box, vérifier si les mangeoires, si les chevaux ont bien mangé. Ça, c'est super important. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas connues du grand public. Vérifier que les abreuvoirs fonctionnent aussi, pour être sûr que le cheval peut s'hydrater tout au long de sa journée s'il est en box. Donc voilà, après, c'est tout le matériel d'harnachement. Donc, on fait des cuirs, on nettoie les sulkys, on va en piste, on apprend à cadencer un cheval, on apprend à vérifier les signes de bonne santé d'un cheval. Voilà, c'est hyper varié, quoi. D'accord. Alors là, du coup, c'est une question que vous allez pouvoir répondre tous les deux. Quels sont les avantages en fait que procure du coup ce métier? Alors j'ai laissé Mathieu pour l'instant peut-être, puisque il est en formation. Les avantages, déjà on travaille avec du vivant. Souvent, si on vient vers les chevaux de course, c'est parce que déjà on aime aussi les chevaux. Oui. On aime aussi le milieu de la compétition, forcément, Pour le coup, un oui. petit peu. Oui. Donc voilà. Après, on travaille en extérieur. Alors, c'est sûr que l'hiver c'est moins drôle, mais là, comme aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Nous, on est sortis en piste ce matin. Voilà, on avait un grand soleil. Ici, le soleil tapait fort. Donc c'est super agréable. Je veux dire, c'est quelque chose qui est. Faut le vivre au moins une fois, je pense. Même sur des baptêmes de sulky. Certains en proposent. Faut le vivre au moins une fois pour voir la sensation que ça a d'être en liberté avec son cheval, tout seul, même s'il y a d'autres personnes autour. C'est quelque chose qui se procure un peu comme au moto pour les motards. Une sensation de liberté. Voilà, exactement. Voilà, c'est effectivement une question de choix. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les animaux en général et avec les chevaux, c'est que on voit le travail, ce que l'on fait, en fait, on voit la progression. Donc, bon, là, le but en plus, ce sont des chevaux de course, donc c'est de voir si effectivement ils vont gagner ou pas en course, mais on voit le résultat de son travail. Et de prime abord, de toute façon, c'est déjà effectivement être avec les chevaux et avoir un métier plutôt d'extérieur aussi. Voilà. Ok, ouais. Donc une question pour vous, Eric. Est-ce que vos chevaux suivent un régime spécial? Alors, il n'y a pas de régime spécial. Maintenant, nous, alors, ce ne sont pas des chevaux de course, ils n'ont pas le même rythme que des chevaux de course. Néanmoins, c'est quand même assez physique, puisqu'on a des élèves qui pratiquement tous les jours de la semaine, sauf bien sûr les week-ends et les jours fériés. Donc, ils ont une alimentation adaptée à leur travail. Donc, le principal, c'est déjà de trouver un bon foin, voilà. Et puis après, d'avoir une alimentation qui soit équilibrée, qui leur apporte ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire le travail correctement. Voilà, donc après, il y a des connaissances scientifiques et on essaye de se caler là-dessus pour les nourrir au mieux. Et puis après, on suit effectivement en fonction de leur état, si ça va ou pas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Déjà, je vais parler pour moi stagiaire et nous les stagiaires, vu qu'on est 7 quand même. Je pense que la difficulté, vu que ça va de 20 ans à 36 ans, la difficulté pour nous, ça a été de retourner en milieu un peu scolaire. Retourner en salle de cours, suivre des cours, même si c'est des cours qui sont très intéressants, tout ce qui est hippologie, donc on apprend beaucoup sur le cheval, on a des cours de matière générale. Pour nous, ça a été ça la plus grande difficulté, c'est retourner dans un milieu cadré scolaire court. Reprendre un rythme. C'est pas tant le rythme parce qu'on l'a au travail, on l'a Oui, fait déjà avant de mais travailler, c'est mais surtout plutôt retourner dans une salle de classe, être Oui. assis, ça La a été théorie, plus tout compliqué ça, pour nous. ouais. Exactement. Alors, de mon côté, en tant que formateur, on va dire qu'il y a différents points sur différents plans même au niveau des difficultés. Je dirais pour les jeunes, souvent on a des jeunes qui ont moins de bonnes conditions physiques qu'avant. Donc pour tout ce qui est monté, c'est plus compliqué. Beaucoup connaissent finalement assez peu les animaux. Donc il y a ceux qui viennent pour le sport. Donc le sport, oui, mais il y a quand même un cheval derrière. Donc ça n'est pas que le côté sportif. Et puis il y a le côté aussi, le cheval n'est pas un animal de compagnie.
c'est un animal de travail, en tous les cas dans nos disciplines, et c'est pas un animal avec lequel on vit en permanence. Donc il y a souvent une méconnaissance des jeunes par rapport à tout cela. Et je dirais même que la difficulté peut-être principale, c'est que les connaissances au niveau du comportement du cheval, au niveau des signes, de ce qu'il exprime, ainsi de suite, de ce qu'il ressent, finalement, ça s'est bien développé depuis 10-20 ans. Et même beaucoup de professionnels ne sont pas forcément au fait de tout ça. Moi, quand j'ai fait une école dans le cheval aussi, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on abordait. Voilà, et en fait, les connaissances évoluent de façon énorme, et l'objectif, c'est que finalement, ça évolue dans le métier, et c'est vrai qu'on reste souvent assez traditionnel dans le métier. Il faut arriver à évoluer, ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Et justement, comment adaptez-vous du coup le milieu de vie du cheval en fait, pour le coup? Alors, en fait, on est assez coincé par les infrastructures, si je puis dire. Donc nous, on a la chance, ici à Graignes, on a des paddocks. Voilà. Là, par contre, l'école a 50 ans, donc c'est l'année des 50 ans pour nous. Les box ont une taille qui est de 3,50 m par 3,50 m. Maintenant, on sait qu'un cheval devrait avoir plus. On ne va pas tout casser du jour au lendemain pour tout refaire. Nous, on a la chance d'avoir des paddocks, et les chevaux vont régulièrement au paddock justement pour se défouler. Les week-ends, ils sont au paddock. Alors qu'il y a 25 ans, à l'époque, là où il y a les paddocks, c'était un terrain pour le champ de course. Et les chevaux passaient 7 jours sur 7 au paddock. Voilà. Ok. Donc il y a une grosse évolution. Après, c'est pas parfait, mais les chevaux ont besoin d'espace, et c'est pas toujours évident d'avoir de l'espace à disposition. Oui. C'est pas toujours le terrain qui est adapté. Voilà. Donc, il y a beaucoup de structures comme ça qui ont des problèmes, finalement, elles existent depuis longtemps, et il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut autour. Voilà, il faut arriver à s'adapter, à proposer au mieux. Ouais. D'accord. Donc j'ai une question pour Mathieu. Comment créez-vous un lien avec les chevaux? Déjà, comme le disait Eric, c'est apprendre le comportement. Déjà avant d'aborder un cheval, c'est voir la communication que le cheval essaie d'entretenir avec nous dès le départ, dès qu'il nous voit. Donc après, ça va être la façon de l'aborder, la façon de communiquer, regarder des signes. Donc c'est ses oreilles, ça peut être ses yeux, son regard. Quand on connaît ces signes, on le voit tout de suite, on le sent tout de suite. Si on peut rentrer dans le box, pas rentrer, revenir 5 minutes plus tard, voilà, etc. Donc c'est surtout ça, et créer le lien. Donc apprendre ça, être calme, être très patient, parce que le cheval est hypersensible. Donc le cheval a une grande hypersensibilité. On les voit comme des grands animaux très costauds, mais ils sont très hypersensibles, ils sont très anxieux, ils peuvent être... voilà. Donc il faut être calme, patient, faut... Prendre son temps. Ouais, prendre son temps. Quelque chose des fois qui n'est pas forcément facile. Évident pour tous, ouais. Ouais, voilà. Donc une fois qu'on a appris ça, après c'est l'expérience qui fait le reste. Et au fur et à mesure, que ce soit à l'école, à la FASEC, avec les formateurs, ou dans notre écurie professionnelle, là où on va, on apprend, et c'est l'expérience qui fait le reste. Et justement, dans les difficultés qu'il y avait, c'est que les jeunes prennent confiance en eux par rapport à un animal qui fait 500 kilos, et c'est pas toujours évident. Et la peur peut faire que des fois on réagit mal, en fait, pour contrôler le cheval. Donc il faut qu'ils prennent confiance pour gérer le cheval au mieux. Voilà. C'est une difficulté aussi. D'accord. Oui. J'ai une question aussi pour vous, du coup, Eric. Que faites-vous de vos chevaux lorsqu'ils ne sont plus en état de pratiquer? Alors, donc là, nous, on a des chevaux là jusqu'à 24 ans. Alors, nous, c'est assez exceptionnel, hein. Pour le coup, on a un vieux cheval qui va leur partir à la retraite prochainement, qui n'est pas à nous, hein, qui est un propriétaire. Gentil cheval, on pourrait y mettre un bébé dessus pratiquement. C'est vraiment une crème, un bon cheval d'école. Donc, nous, quand ils arrivent, quand on peut les utiliser, alors justement, le but, c'est de les arrêter avant qu'on ne puisse plus les utiliser. Déjà, on les propose aux élèves. Là, on a un cheval qui est parti récemment. Donc, le but, c'est de les arrêter assez tôt pour que la personne qui les récupère puisse encore s'en servir un petit peu pendant un certain nombre d'années, et puis qu'elle trouve une certaine satisfaction. Si on a un cheval qui, malheureusement, est totalement inapte, c'est clair qu'on ne trouvera personne, donc il n'y a pas tellement de choix. Donc, quand on essaie de se séparer des chevaux, tant qu'ils sont encore utilisables correctement, qu'ils puissent encore faire plaisir à des gens, voilà, principalement des gens d'école. Et puis après, malheureusement, quand un cheval est trop malade ou des problèmes trop importants, il n'y a pas trop de choix, puisque après, ça entraîne des frais trop conséquents.
Mais en l'occurrence, là, ça fait déjà au moins 10 ans que la FASEC nous a donné consigne de donner les chevaux. Donc là, on a un qui est parti. Razavolt, le propriétaire, donc c'est convenu depuis déjà au moins 2-3 ans qu'on le donne à un élève. Donc là, je vais chercher un D'accord. élève pour le donner. Et c'est un cheval Ok. qui va encore, je pense, faire des promenades pendant 4-5 ans sans problème. Voilà. D'accord. On fait au mieux. Ça va dépendre de l'état de santé du cheval, en fait, tout bêtement. Oui. Oui, Voilà. c'est là-dessus Et que ce vous qui arrive basez. aussi des fois, c'est on a des chevaux, on se rend compte qu'ils ne sont pas heureux à l'école. Alors, heureux, c'est peut-être pas le terme, en tout cas, qu'ils sont malheureux à l'école, clairement, parce qu'ils justement, ils ne sont pas faits pour vivre dans un rythme tel qu'il y a. Et des fois, on se sépare des chevaux beaucoup plus tôt, et on a un cheval qui est en Bretagne. On a eu des photos qui nous sont retournées avec une belle vue du cheval dans l'herbe avec le Mont Saint-Michel derrière. Oui, Voilà. donc que... Après, c'est pas toujours évident, faut pas non plus rêver. Hmm. Et pour vous, du coup, Mathieu, comment vous voyez votre avenir dans ce secteur? Alors moi, je le vois déjà passer quelques années dans des grosses écuries de course, déjà, D'accord. pour apprendre, Mhm. encore apprendre, parce qu'on n'apprend jamais assez. Oui. D'accord. Après, j'espère avoir ma structure, plus tard, Ok. ouais, passer mon diplôme d'entraîneur public, et après pouvoir entraîner mes propres chevaux. Voilà comment je vois un peu la chose. Pas Surtout à mal 32 ans, c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est quelque Ouais. chose où quand je suis rentré en formation, j'en avais déjà parlé avec la référente, où mon projet était déjà bien réfléchi, stable. Ok. C'était quelque chose qui pouvait être réalisé, quoi. C'était Ouais. pas quelque chose qui était par-dessus la tête, ou je suis pas venu là parce que je savais pas quoi faire. Je Ouais, savais non, pourquoi je c'est... venais, et Ouais. je pense que j'arriverai à concrétiser la chose. Ok, oui, pas mal d'ambition, donc ok. Et ouais, non, c'est un bon fixe, du coup. Oui, pardon. Non, J'allais t'inquiète. pas. Et quelles sont les solutions pour sensibiliser le public à la cause animale? Donc là, du coup, c'est vraiment une question tournée Mhm. pour vous deux, du coup. Alors, nous, voilà, on a les jeunes qui viennent pour le cheval, qui ne connaissent pas forcément. Ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un sport, mais que ce n'est pas que cela. Voilà, clairement. Donc, nous, tous les formateurs, que ce soit en théorie, enfin, en salle ou en pratique, tout le monde est sensibilisé à ça. Ouais. C'est pas le souci. Après, bon, bah, voilà, les choses évoluent, on n'est pas toujours au fait aussi. Au niveau des courses, depuis le 1er avril, l'utilisation de la cravache est strictement réglementée. Donc, en fait, il n'y a plus de coup possible, clairement. Ok. Que vous dire d'autre? Oui, la réglementation des courses a bien évolué par rapport à ça. Après, nous, on fait attention. Bon, là, par exemple, j'ai fait un petit tour dans les écuries de l'école. J'ai vu des embouchures, donc ce qu'on met dans la bouche du cheval, qui n'étaient pas trop en état. C'est des choses que je garde ou que je prends en photo et qu'on réutilise justement en cours pour essayer de leur faire comprendre que, ben, imaginez-vous, avec ça dans la bouche, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, après, c'est notre travail de supprimer le matériel quand on voit qu'il commence à plus être en état et de faire comprendre aux élèves. Parce qu'en fait, souvent, les jeunes ou dans les écuries, ils sont pris par la vitesse et ils sont pris par l'habitude. Oui, donc ils ne contrôlent pas Donc c'est le rôle de forcément. l'école de les sensibiliser. Moi, je reviens encore dessus, mais il y a 10-15 ans, ce que je connais maintenant sur les signes d'expression du cheval, je ne les connaissais pas, clairement. Ouais. Voilà, donc il y a l'IFCE qui fait des formations par rapport à ça, et il y a plein d'autres choses. Et c'est le fait de se former et de former les jeunes qui va faire évoluer. C'est à nous de leur montrer. Voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à D'accord. apprendre, c'est sûr. Oui, le milieu est vaste. Il y a encore Le milieu est vaste, pas et mal puis en de- fait, le cheval était plus considéré comme une activité sportive. Oui. Je dirais pratiquement uniquement ça. Et maintenant, l'aspect bien-être n'existait pas il y a 30-40 ans. On ne se posait pas ce genre de questions, hein, clairement. On le voit à tout niveau. On le voit au niveau du dressage. Ils sont en train de modifier les règles par rapport aux utilisations de la bride et ainsi de suite. Il y a clairement une vraie révolution dans l'approche du cheval et de la compétition. Oui, Voilà. d'accord. Et ça, c'est le rôle des écoles, justement. Ok, ouais. D'accord. Donc, bah, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Okay. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé aussi l'émission de la FASEC et de nous avoir accueillis ici. Donc, merci aux intervenants aussi d'être passés pour avoir répondu à nos questions. Et à bientôt sur 1626 Média.